Hop. Donc du coup, bienvenue sur un nouvel épisode sur Call Me Moustache. Aujourd'hui, on va être avec Sabrina Barbera, qui va pouvoir nous parler d'elle. On va pouvoir discuter de l'expertise, de l'expérience, de certains sujets. Et après, vu qu'on papote bien tous les deux, on ira sûrement sur d'autres sujets, c'est ce qui est intéressant. Aujourd'hui, donc keynote speaker, parole d'outsider. Et tu me rejoins, entre guillemets, sur cette idée que le chaos, c'est sympa à résoudre et de trouver des nouvelles solutions. Et comme le précédent, c'est un podcast qui est sponsorisé par Traction. Donc, on va pouvoir commencer. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap quand je te dis le chaos est intéressant pour pouvoir résoudre les problèmes? C'est quelque chose qui t'a suivi toute ta vie? Oui, c'est quelque chose qui m'a suivi toute ma vie parce que je me suis toujours trouvée dans des situations un peu complexes en fait depuis petite. Et c'est ça qui m'a amenée, je dirais, à résoudre des situations compliquées et finalement à en retirer dans le chaos que j'ai vécu, parce que j'en ai vécu quand même plusieurs. Dans ce chaos, il y avait toujours un truc qui m'a fait avancer, qui m'a amenée, je dirais, à faire plus que ce que j'aurais fait naturellement dans ma zone de confort, par exemple. Et pour la petite anecdote, on avait eu l'occasion de discuter parce que je suis d'origine espagnole et j'ai appris le français à l'école. Et j'ai fait 6 mois en maternelle avant de rentrer au CP. Et je pense que j'ai vécu des expériences assez fortes, notamment au CP. Parce que quand je suis arrivée au CP, moi, ma mère ne savait pas lire et écrire. Donc, mon père travaillait beaucoup. Donc, c'était compliqué, si tu veux, d'aller chercher de l'aide auprès de ma maman. Et ce premier jour de CP, la maîtresse, dont je me souviens du nom, tu vois, il y a des personnes qui te marquent, bah, avec tous les élèves qui étaient là, demandait aux élèves de ramener un cahier, de faire une première ligne d'écriture ou de dessin. Enfin, de toute façon, je n'ai rien compris à ce qu'elle a dit, puisque j'étais quand même un peu décalée par rapport à la langue, puisque je ne parlais vraiment pas le français à ce moment-là. Et le lendemain, en fait, quand je suis arrivée, et ben moi, j'étais toute seule, à rien avoir, ni cahier, ni crayon, ni rien du tout, parce que je ne m'étais pas occupée de dire à ma mère quoi que ce soit. D'abord, je n'avais rien compris. Et donc là, j'ai vécu mon premier chaos. J'ai surtout vécu un gros moment de solitude et de honte. Et quand tu as 6 ans, alors soit ça te booste, je pense, et c'était mon cas, soit tu te retrouves, et c'est un peu cruel, tu te retrouves à la fin, au fond de la classe, méprisé et dévalorisé. Donc, moi, ça n'a pas fait ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'amis que je connais à qui ça aurait pu faire ça, mais ça ne m'a pas fait ça. Au contraire, je me suis tellement tapé la honte que le lendemain, j'ai dit plus jamais ça. Et finalement, elle m'a rendu service. Alors, elle est bien tombée parce que j'avais un peu cette énergie en moi, mais elle m'a rendu service parce qu'en 3 mois, je savais parler le français, je savais lire, je savais écrire et j'ai sauté une classe. Donc, elle m'a vraiment donné ce boost. Et avec toute humilité, c'est pas parce que j'étais plus géniale qu'un autre, j'avais cette énergie et ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, de faire l'effort. Et du coup, je pense que ça m'a suivi tout au long de ma carrière. Je me suis toujours trouvée dans des solutions inextricables, des trucs indémerdables, avec des gens, des relations conflictuelles, comme il arrive souvent quand les projets ils stagnent et que ça ne fonctionne pas parce qu'il y a de la pression de partout. Et moi, ce qui m'intéressait là-dedans, en fait, c'est un peu l'exploration. Parce que tu l'as dit, toi, tu es un sniper, tu as plusieurs casquettes. Et quand on s'est rencontrés, je t'ai dit, je suis un peu comme toi, je suis une éternelle curieuse et une exploratrice. Oui. Et en fait, c'est cette curiosité parce qu'avec l'âge, je me dis, il n'y a qu'un truc qui n'a pas de solution, c'est la mort. Tu vois. Tout le reste, il y a une solution. Après, le problème en entreprise, c'est qu'il y a des solutions qui plaisent plus ou moins que d'autres. Il y en a des moins fancy, comme on dit, mais il y a toujours une solution, en fait. Et si la solution n'est pas optimale ou celle que tu préfères, en fait, c'est là où le facteur humain, tu vas trouver des compromis et puis tu vas faire le petit pas quand c'est complexe. Et moi, je ne suis pas quelqu'un de routinier, j'aime pas faire toujours la même chose parce que intellectuellement, ça me dérange. Donc, pourquoi parole d'outsider? Parce que j'aime bien regarder, toi, tu regardes les angles morts, moi, je me déplace, tu vois, Oui. je me déplace. Et et j'ai appris à faire des associations un peu différentes. Quand tu apprends une langue, quand tu te retrouves dans un pays étranger, quand tu n'as pas la même culture, ce n'est pas les angles morts que tu vois, c'est tu vois des associations improbables en fait. Parce que tu es vraiment propulsé dans un truc qui est complètement inconnu pour toi. Et je pense que ça, apprendre une autre langue, trouver une autre culture, même si je viens d'Espagne,
qui reste latin, c'est pas les mêmes univers. Hein. En Espagne, tu joues au domino dans la rue, tu vois pas des gens jouer au domino dans la rue en France. Non, mais Non, ça, c'est sûr. donc, en fait, il y a quand même des différences culturelles. C'est pas les mêmes histoires qu'on rencontre aux enfants. C'est même pas la même histoire du Père Noël. Nous, on avait les rois mages, tu vois, parce que c'est très imbriqué par le catholicisme, le bien, le mal. Et justement, c'est ce qui m'a forgé la possibilité d'être curieux, de me sentir décalé, forcément. Quand tu n'es pas de quelque part, tu te sens décalé. Et voilà, quoi. Et c'est ça qui, pour moi, aujourd'hui, me plaît, m'enrichit dans ce que je fais. Voilà. Après, le revers de la médaille, c'est quand tu te sens décalé ou que tu te sens minoritaire. Tu sais que j'ai fait un diplôme d'ingé, j'ai vécu 5 ans au Canada, 4 ans en Australie, 2 ans en Suisse, en Espagne, donc je suis quelqu'un d'assez international. Ça reste que tu es quand même minoritaire là où tu viens. D'accord, hein. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des hommes, donc tu es minoritaire. Et comme on est un animal social, bah, ça a des avantages pour être disruptif et justement regarder les choses sous d'autres perspectives, mais ça a des désavantages parce qu'en tant qu'humain, émotionnellement, ben, tu te sens minoritaire. Alors, qu'on te le fasse sentir, parce qu'il y a des gens qui sont méprisants, et il y en aura toujours, et on les connaît, et en France, on est assez méprisant et condescendant quand on s'y met. Voilà, je vais fermer la parenthèse, mais ça reste quand même une des caractéristiques, on aime plus juger. C'est un sport national, oui. C'est un peu le sport national. Et par ailleurs, en fait, comme on a besoin de se sentir appartenir à un groupe, et ben en fait, ça va créer des travers. C'est-à-dire que tu vas te retrouver dans des situations où tu vas vouloir être reconnu. Et quand tu es reconnu, tu forces le trait. Et on le fait tous, et moi la première. Et c'est ce qui a fait que j'ai fait un diplôme d'ingénieur, que j'ai fait un master en recherche opérationnelle. Et moi, je suis une amoureuse des mathématiques, donc j'ai déposé mon théorème, mes corollaires, j'ai fait de la recherche. Et j'aurais voulu faire ça, et j'ai enseigné les maths à l'École polytechnique de Montréal. Mais je me suis dit, ça ne gagne pas assez, et puis c'est trop, voilà, et puis c'est ceci. Et donc, en fait, tu veux copier un modèle dont tu n'avais pas à l'origine dans ta naissance. Et ce travers-là te fait, alors, il te fait avancer, mais pas forcément de t'aligner avec ce que tu veux faire. Donc, effectivement, j'ai intégré des grands groupes, j'ai été VP, tout le monde m'a dit, quand je suis partie, t'es folle. Tu te rends compte, tu as atteint déjà un niveau, tu es rentrée sous-traitante dans ce gros groupe et tu as fini vice-présidente. C'est rare. Mais en même temps, si tu veux, c'est à vouloir copier quelque chose qui n'est pas nous pour se faire intégrer par le groupe. Donc, tu forces le trait. Oui, parce que tu es quand même resté plus de 10 ans dans ce grand groupe. Faire cette parenthèse qui est intéressante, comment est-ce que tu passes du coup d'un état d'esprit libre, entre guillemets, je le dis parce que de toute façon, les gens savent ce que je pense du milieu corpo, et tu te retrouves après dans ce milieu corpo pour faire le côté copier-coller, entre guillemets, dont tu parles. Mais après, au final, tu arrives à te dire le défi, ça va être d'arriver high level, VP, etc. Ou est-ce que c'est un peu comme un cercle vicieux où tu évolues, puis tu augmentes, puis tu réaugmentes, puis tu réaugmentes, et à un moment, tu te dis, bon, là, il faut que ça s'arrête? Alors non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est intéressant ce que tu dis, mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Je vais t'expliquer la démarche que j'ai eue. En fait, comme je viens d'une famille qui n'était pas aisée, hein, qui était pauvre, en fait, tu te dis, il faut que je sorte de là. Donc, les études, c'était un moyen de sortir de là. Et du coup, dans mon inconscient, aller travailler pour une grosse boîte, c'était la sécurité de l'emploi et c'est gérer cette peur du manque. Donc, c'est pour cette raison, en fait, que je me suis retrouvée, enfin, c'est un peu bateau ce que je dis, mais en même temps, c'est la vérité. C'est pour ça que je me suis retrouvée dans un gros groupe. Et une fois que tu es dans le gros groupe, alors contrairement à des gens qui vont te dire que, tu vois, c'est deux différences d'ego. En fait, l'ego, il y a ego et ego. Il y a l'ego qui est indispensable à l'humain, qui te dit, si tu n'as pas d'ego, tu ne prends pas de risque, tu fais rien. Ça veut dire que tu es une âme morte. Tu ne vas pas te lancer dans des nouveaux trucs, tu n'as pas l'enthousiasme. Et puis, tu as l'ego qui est différent, qui n'est pas celui de j'ai envie de faire ça, et si on essayait ça, tu as l'ego qui te dit je suis le plus beau, je suis le plus fort, je suis la plus belle, regardez-moi, c'est moi, et le reste n'existe pas. Et en fait, tu as ces deux égos-là, d'accord? Et quand on est curieux, on a l'ego de j'ai envie d'essayer plein de trucs, d'accord? Donc, quand je suis arrivée dans cette grosse entreprise, t'imagines, c'était, c'est super, il y a des moyens dans les entreprises, hein. Donc, tu te dis, tu vas pouvoir faire des choses. Et là, tu découvres un peu la réalité brute. C'est-à-dire que pour pouvoir faire des choses, il faut convaincre Pierre, Paul, Jacques,
Ben, il faut quand même être pas trop un numéro, parce que si tu es un numéro, ben, tu vas pouvoir moins tester des trucs. Et là où c'est le paradoxe, c'est qu'il y a plusieurs manières hein, de gravir les échelons dans une grosse boîte. Ben, soit tu fais partie d'un cercle, tu viens de la même école, c'est très français. Je n'ai pas vécu ça ni au Canada, ni en Australie, ni en Suisse. Donc, mais il faut le dire, en France, c'est comme ça. Oui. Et du coup, tu te retrouves, si tu veux, si tu n'es pas dans ce plan-là, ben, en fait, tu as une autre voie, c'est celle que moi j'ai prise, ben, c'est celle qui démerde les trucs indémerdables. Et ben, tant qu'elle réussit, ben, on la garde. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et à un moment donné, tu te dis, ben, si j'ai envie de disrupter là, j'ai envie de tester ça, j'ai envie d'explorer ça, il faut que tu montes en expérience. Tu vois? Et en responsabilité. Donc, en fait, ma carrière au sein de ce gros groupe pour arriver au point où j'en étais arrivée, et ben, en fait, c'est ça, en fait. C'est je démerde des trucs, je règle des trucs qui ne fonctionnent pas, je teste des nouveaux trucs et je monte. Jusqu'au moment où tu as atteint le mode VP. Et là, tu bascules. Parce que je pense que quand j'étais senior manager, ce n'était pas encore ça. Mais dans ces gros groupes-là, quand tu bascules dans le mode VP, ben là, tu bascules dans le corporatisme pour de vrai. Oui. Le corporatisme des grosses organisations. Et ce corporatisme-là, il a des codes, des modes de fonctionnement. Et quand tu dois être disrupteur ou quand tu veux essayer des nouvelles choses, il faut qu'elles passent, je dirais, un peu après ton MBO, ce qui t'a été donné par la direction. C'est très discipliné. C'est-à-dire, ce n'est pas une démocratie, un grand groupe. Tu vois? C'est une machine de guerre, en fait. Hein. Ça, il va, ça a ses trucs à faire, ça a ses cultures, ses valeurs, ses modes de fonctionnement. Et moi, bah, du coup, je me suis retrouvée, je ne pouvais plus faire autant que ce que je voulais faire, tu vois. Et du coup, ça m'a frustrée parce que ça ne me correspond pas. Okay. Alors, j'ai eu la chance d'être au M&A, donc de faire pas mal. J'ai fait une 50aine de transactions avec des grosses boîtes, créer des entreprises à l'étranger. J'ai voyagé partout. Ça m'a nourri. Mais à un moment donné, tu peux plus faire ce que tu aimes vraiment. Et voilà. Et puis, je me dis, il me reste encore quelques années, j'espère. Donc, Oui, quand même. donc voilà. Et du coup, le courage, en fait, d'être un peu outsider, contrairement à certains, c'est de se dire, ouais, je pars, je tente autre chose. Voilà. Donc là, la peur de manquer s'accélère, mais elle se gère. Voilà. Ouais, parce que là, du coup, tu as vraiment. Et est-ce que ça a été une prise de conscience, entre guillemets, sur le long terme, quand tu arrives à être VP et que tu te dis, bon, là, il va falloir que je fasse autre chose, et après, tu as ton plan, entre guillemets, jusqu'à dire au revoir? Ou est-ce que c'est plus un aspect plus psychologique, entre guillemets, de la chose, qu'un jour, tu te lèves et tu te dis, ah non, mais là, c'est pas possible de continuer comme ça. Soit je pars demain ou une semaine ou dans un mois, soit en fait, je vais rester là jusqu'au bout et j'accepte la situation ou alors je la change, quoi. En fait, c'est un peu à ces moments-là, en fait, quand tu as un peu des conflits intérieurs, souvent dans la vie, que tu fais des pas. Oui. On va pas se le cacher parce qu'on est un peu tous humains. Moi, je suis la première feignante de la Terre, en fait. Hein. J'adorerais prélasser tout ça, mais malheureusement, la vie ne m'a pas laissé la possibilité, ni personnellement, parce que tu sais, j'ai épousé un Savoyard, donc il faut tout le temps être par bons et par voie à la montagne et faire un effort même le week-end, mais je ne regrette pas parce que finalement, ça me nourrit. Donc, non, c'est souvent quand effectivement, tu as des désalignements intérieurs que tu décides ce genre de choses. Et effectivement, le dernier poste que j'ai occupé dans cette grosse boîte, j'ai voulu faire des choses et tu vas le retrouver sur mes posts de ce côté outsider parce que je me bats contre eux. On a tout le temps fait comme ça. Ça, on a déjà essayé, mais qu'est-ce qu'elle nous a encore inventé, tu vois? Et donc, à un moment donné, j'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Là, je peux plus du tout essayer des trucs. Et pourtant, bizarrement, et c'est ça, cette petite injustice qui te fait partir, tu cherches pas forcément à être reconnu. Enfin, moi, j'ai pas ce sentiment-là. Je pense que tu cherches à être apprécié dans la vie. Tu vois, qu'on te dise, pas que tu sois reconnu parce que tu es l'expert du machin et puis waouh et tout, c'est super bien. Non, tu as juste envie d'être apprécié. Tout le monde a envie d'être apprécié. Tu as envie quelqu'un qui te dise, j'ai vraiment apprécié comment tu as géré ce truc, tu as bien géré le conflit qu'il y avait, machin. C'est une super idée, ça se tente. Ces discours-là, tu ne les entends presque plus dans les grands groupes. Donc, à un moment donné, je me suis dit, non, stop, quoi. Moi, j'ai envie d'aller me faire plaisir et d'être appréciée pour ce que je fais, pas simplement pour mon MBO, mon KPI
mais pourtant, ça marche. C'est-à-dire que les choses que tu tentes, elles marchent et ils sont bien contents que ça fonctionne. Voilà. Donc, nos chemins corporate se séparent. Alors après, tu as le risque de te dire, bah, tu n'as plus l'étiquette. Oui. Oui. Mais en fait, cette étiquette-là, comme en fait, je l'ai vraiment dans ma tête. En fait, moi, je ne l'ai pas vraiment perdue. C'est-à-dire que cette niaque et cette assurance, même si tu peux avoir des moments de doute, et j'en ai eu 50 000, mais cette petite flamme, elle est toujours là. Donc, et ce n'est pas la boîte qui te l'a apportée. Alors oui, je ne vais pas me cacher que le jour où j'ai eu ma promotion de VP, on a bu un coup avec mon mari, les enfants, tout le monde était fier, maman aussi, la Lego, du coup, pour le coup, ça ne dure pas très longtemps, voilà, mais c'est un bon moment, il faut aussi le fêter, quoi. Il faut être fier de ce qu'on a accompli. Donc, voilà. Et après, je me suis lancée dans une autre aventure complètement folle dans les startups. Aussi un défi pour moi, parce que de me dire, tu as été habitué au corporate trop longtemps, et moi, j'aime pas cette routine, tu le sais. Et donc, du coup, c'était à nouveau, maintenant, il faut vraiment sortir de la zone de confort pour voir si tu en as encore sous le pied et si ta curiosité est toujours là. Voilà. Et elle s'avère, je l'espère, être toujours là. Voilà. Ok. Donc oui, tu as quand même un éternel défi de t'auto-challenger au final pour aller plus loin. Et d'ailleurs, je me permets de te lancer sur une anecdote parce que du coup, elle va faire kiffer tout le monde. C'est en l'occurrence sur le dernier post, enfin je dis le dernier post, je ne sais pas quand est-ce que je publierai le podcast, mais c'est le dernier post à date sur cette histoire de brouette et de chocolat. Ouais, elle est bonne celle-là. Hein. Ouais. Ouais, celle-là, j'ai dit, faut que j'en ai plein d'autres d'anecdotes comme ça, parce que l'autre caractéristique de quelqu'un qui est optimiste comme moi, en fait, Galibier, qui est un gars qui avait créé le club d'optimistes, il disait, si tu es optimiste de but et optimiste de chemin, comme il disait, pour faire quelque chose, bah, tu es un naïf, quoi. Tu vois, tu es naïf. Si tu es pessimiste de but et pessimiste de chemin, bah, tu es un cynique. Tu vois. Donc, il dit, c'est quoi qui est bien, bah, c'est d'être optimiste de but, se dire, comme je t'ai dit, il n'y a rien qui n'a pas de solution à part la mort. Et encore, je ne suis même pas sûre, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait pas, tu vois, mais en tout cas, il n'y a pas de solution à ça. Mais le reste, il y en a. Par contre, ça ne va pas être un chemin de promenade, quoi. Donc, il faut être réaliste que tu vas rencontrer des obstacles, que ça ne va pas être simple, etc. Et donc, j'aime bien cette formule optimiste de but et pessimiste de chemin. Et ce projet, en fait, je vais te raconter l'anecdote parce qu'elle vaut quand même son pesant de cacahuètes. Je suis donc rentrée sous-traitante dans ce grand groupe entre 2 grossesses. Enceinte de mon fils, on me dit on veut t'embaucher. Et là, on m'explique mais il faut que tu en fasses moins quand même. Parce que tu as trop. J'avais trop la pêche, quoi. Ouais. Alors là, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Donc, j'ai refusé l'embauche, enceinte de mon fils. Tout le monde m'a dit, t'es folle. Dans la région, on ne propose pas à une femme enceinte qui est sur le bord d'accoucher de bosser. Donc, j'ai dit non, je suis partie. Ils sont revenus me chercher 6-8 mois après, parce qu'ils ont essayé de me contacter, un ancien avec qui j'avais bossé dans la boîte. Et il m'appelle, il dit, j'ai un truc de merde, comme ça, parce qu'on était devenus un peu proches. Il dit, j'ai un truc de merde, un détricable, parce que j'ai changé de poste, pour quelqu'un qui mette de l'ordre dans ce truc-là. Donc, il savait déjà que je le faisais, parce qu'en sous-traitant, c'est ce que j'avais fait. Et donc, du coup, il finit par me convaincre d'y aller. Et effectivement, c'était sport. Et pour la petite anecdote du chocolat, je vais t'expliquer comment ça s'est vraiment passé. Donc, je finis par me faire embaucher. Ce projet était un projet qui se passe entre Paris, le sud de la France et l'Australie. Et donc, je vais rencontrer les équipes parce que c'est des gros trucs, hein, il y a des bureaux d'études, enfin bref. Donc, je vais rencontrer les équipes qui faisaient à l'époque ce qu'on disait la boucle de vol, hein, qui faisaient la simulation de la boucle de vol de ce fameux simulateur. Et donc, je me dirige pour aller rencontrer le chef de service de ce truc-là. Je venais d'arriver, je ne le connaissais pas, je n'avais pas travaillé dans son secteur. Et en fait, c'était un truc à couloir et à l'angle du couloir, je les entends discuter. Ah, il paraît qu'il y a une nouvelle, elle s'appelle Sabrina. Oh là là, on va bien rigoler parce que le truc, c'est tellement pourri qu'elle ne va jamais s'en sortir. Puis une fille, enfin bref. Ils ne m'ont pas vue en fait. Et moi, j'ai entendu toute la conversation. Et donc, je me suis pointée une fois qu'ils avaient fini de dire leur connerie. Et j'ai dit, c'est moi. Et puis là, vous m'avez piqué. Donc, je vais réussir. Et là, il y a le chef de service qui a trouvé ça plutôt
drôle et audacieux, quoi, qui me regarde et qui me dit je lui dis, bah, vous ne me connaissez pas encore, donc je vais réussir. Et là, il me dit, bah, en Paris, bah, je dis, bah ouais, en Paris, mais en Paris quoi, tu vois, là, je commence à réfléchir. Puis comme j'aime vraiment beaucoup le chocolat, je lui ai dit, bah, en Paris, mon pain au chocolat. Et il a pris le pari et il a il a fait, je ne sais pas combien de sneakers, de Mars, enfin, il avait été chercher je ne sais pas quoi, il a ramené. Du coup, voilà, et c'était l'anecdote. Donc, ça fait partie aussi de ma personnalité, c'est-à-dire l'humour. Parce que si tu n'as pas cet humour et tu ne crées pas ce lien avec des gens, ben, tu ne l'auras pas. Voilà. Mm. Oui, oui, c'est clair. Et puis, tu as aussi une logique tu vois, quand tu as une différence, moi, je promue un petit peu ça, de dire quand tu as une différence, soit tu es mal avec cette différence et tu essaies de l'oublier, tu essaies de l'effacer, soit tu te dis, bah, c'est le cas, donc autant, entre guillemets, l'assumer. Moi, de mon côté, c'était pas le côté euh, de nationalité non française ou quoi, parce que même si je suis né en France, oui, c'était il y a 2 générations qui sont arrivées en France, Mhm. donc j'ai pas subi ça. Mais au sein de Rakuten, j'ai eu bah, les premiers Japonais qui sont arrivés, il a fallu que je leur explique que j'étais pas un Yakuza français. Donc, du coup, au lieu, tu vois, de me vexer, de me dire mais qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ce délire, mais ils se prennent pour qui et tout, bah en fait, j'avais une très bonne relation avec le patron de l'époque. Du coup, j'y suis allé, je leur ai expliqué, je leur ai dit posez-moi vos questions, il n'y a aucun problème. Pourquoi est-ce que un gadin se fait tatouer du néotrad japonais, en quoi moi c'était intéressant et que c'était une vraie démarche, etc. Mhm. Et du coup, ça s'est bien passé. Et les Japonais d'après qui sont venus, qui eux, vous visitaient plutôt le monde, bah, du coup, ils venaient, on discutait, et ça les faisait rigoler parce qu'ils se disaient, mais pourquoi est-ce que tu as un blanc-bec qui a des tatouages Yakuza, quoi. Mais tu vois, c'est un peu une démarche aussi de se dire, soit on se révolte, mais de manière négative de tout, soit on se dit, oui, c'est bizarre et ça fait pas forcément plaisir. Quand je me baladais dans le couloir, il y avait les gars qui claquaient des doigts, ils me viraient, ils se collaient contre le mur. Donc, tu vois, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, soit tu continues à être dans ce mood, soit tu dis, bon, bah, je vais chercher à savoir ce qui se passe, en fait. Et à la fin, bon, bah, on allait prendre du café ou je ne sais quoi d'autre avec eux. Et c'est bon, c'est pas la peine non plus d'être continuellement en colère, tu vois. Ouais, mais parce que justement, en fait, c'est vachement intéressant ce que tu dis, mais en fait, il y a aussi, Émeric, il y a une subtilité, ça dépend. C'est-à-dire que toi, ta différence, eh ben, elle t'a permis d'être ouvert d'esprit. En Mm. vrai, tu n'as pas le choix, en fait. Ah bah oui. Quelque part, tu n'as pas le choix. Parce que tu as besoin quand même d'être reconnu par les autres ou apprécié. En dehors de ta différence, on est un animal social, tu ne vas pas aller te mettre. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et donc, en fait, c'est là que du coup, ça crée, tant mieux pour toi, de cette différence, comme tu as raconté, que tu étais petit et les moqueries. Moi aussi, j'en ai subi, hein, je te rassure, plein, même sur le tard, en fait. Je t'en raconterai une pour que tu vois la violence de ce que ça peut générer. Mais quelque part, cette ouverture d'esprit, ben, des fois, elle te permet de créer des liens forts. Et puis, quelquefois, ben, chasser le naturel, il revient au galop. Et en fait, tu ondules entre ces Mm. situations-là où je vais t'expliquer. Bon, toi, tu parlais de ton poids, moi, je vais te dire ma taille. Euh, Moi, je me suis retrouvée dans des réunions, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, en fait, où on est tous debout à brainstormer un truc autour d'un tableau et un type de me dire régulièrement ben, Sabrina, lève-toi, Mon Dieu. à niveau corporate. Ouais, ouais. D'accord? La même personne de s'asseoir sur une chaise, baisser la chaise au maximum, arriver avec la table là et de les gens la regarder en réunion quand on se réunit et de dire mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je me mets à hauteur de Sabrina. Tu vois? Donc là, tu peux être ouvert d'esprit, mais quand tu as passé la quarantaine ou la cinquantaine, ben là, tu te dis ouais, tu sais quoi là? Je vais pas être sage et philosophe. Bah, c'est normal, c'est Voilà. normal. Mais Ouais. ça arrive. Émeric. Donc, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, cette différence, elle te permet d'être ouvert d'esprit. Et moi, j'adore l'humain. Mais il y a des moments, il faut dire stop, quoi, tu vois. Il y a des trucs, c'est juste pas acceptable, en fait. Ah oui, mais ça, c'est normal. C'est un peu l'ouverture d'esprit sur comment est-ce que la différence est perçue. C'est ça. Parce que oui, bah, quand j'étais plus jeune, c'était plus les moqueries, harcèlement, etc. sur le fait que j'étais obèse. Après, il y en avait un qui disait bah, Baranovski, c'est quoi? C'est les péripatéticiennes, et puis c'est tout. Donc, tu avais tout cet aspect-là, il était là. Après, j'ai eu la chance, on va dire,
faire une poussée de croissance, me mettre à la muscu, et après, il y avait de moins en moins de gens qui se moquaient devant moi, en tout cas. Parce que, 1m90, ça impressionne. voilà, il faut dire ce qui est, hein, ça reste un avantage. Mais après, là où ça a été plus compliqué, c'est que, par exemple, moi, j'ai pas le droit de m'énerver. Quand j'étais dans le milieu corpo, je pouvais pas m'énerver. Non. Parce que on est en train de faire une réunion, tout le monde part dans tous les sens, ça hausse le ton, machin. Je me levais, je disais juste oh, les gens ils s'asseyaient, et après j'avais les RH qui me disaient Aymeric, fais attention quand même, parce que là, les BU elles ont eu peur, ils se demandaient ce qui s'est passé, et moi je disais attendez, ça fait 1h30, qu'il y a tout le monde qui crie, qui est limite à s'insulter et compagnie, et c'est comme ça, c'était une réunion de crise. Moi, je me lève, je dis juste oh, un peu plus fort que ça, évidemment, mais histoire de calmer la chose, et là, d'un coup, plus personne ne veut parler, et c'est plus possible. Donc, c'est vrai que moi, c'est plus ça où j'ai eu du mal, où on en parlait beaucoup avec Emma, avec mon épouse, où elle me disait oui, mais c'est une réalité. Oui, C'est comme ça. Il y a un avantage. L'avantage, c'est que tu as quelqu'un qui vient t'embêter, qui cherche des noises ou quoi, tosse un peu le ton, la personne elle va te regarder, elle va dire bon, je vais faire attention. Le désavantage, c'est que si tu râles un peu fort, bah, les gens ils vont se dire oula, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Donc la connaissance de ça est intéressante, quoi. Oui, et en fait, tu développes des systèmes d'autodéfense du truc, en fait, quelque part. Donc, toi, ta taille, ça t'a aidé. Moi, c'est pas vraiment le cas quand je me fais attaquer, je peux pas dire rien. Ben, moi, ça m'a développé une rhétorique, en fait. Et ouais. Je vais lui claquer son bec, quoi. Quelque part, tu apprends à contrôler l'émotion et te dire, voilà. Après, je te rejoins. Il n'y a pas besoin de crier, il n'y a pas besoin de s'énerver, il faut juste dire le bon mot. Mais par contre, il faut dire que quand c'est inacceptable, c'est inacceptable. Bah oui. Voilà. Oui, bah là, ce que toi tu décris, ah bah oui, c'est non, juste une chaise dans la tête, tu vois. Par contre, on est filmé. Mais parce qu'en fait, bizarrement, je pense que quand les gens t'attaquent sur des terrains qui sont physiques, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à trouver autre chose sur lequel, quel autre terrain t'attaquer. Donc en fait, ça renvoie leur propre peur, leur propre problématique. Donc comme il me parlait de taille, je me suis dit, il doit avoir un problème de taille, le monsieur. Hein, même s'il était grand, mais ça doit être ailleurs, tu vois. Ouais, je pense aussi. Donc, ce que je lui ai gentiment dit. D'ailleurs, ça s'est arrêté assez rapidement après mon truc, mais ça existe. Donc, ça te fait fluctuer, mais ça ne t'enlève pas que cette différence, elle te permet d'aimer l'humain. Et dans ce programme qui était où les gens s'engueulaient, en plus, il y avait des différences culturelles pas possibles, parce que c'est très français aussi. Tu arrives dans un pays, tu fais une JV, tu vas apprendre aux gars qui sont dans le pays à travailler, quoi. Parce que c'est toi qui arrives, c'est toi qui as le contrat, etc. Donc, moi, je me rappelle quand j'étais arrivée en Australie, pour ce programme-là, la première chose qu'on m'a dit, c'est t'es pas comme les autres, hein, tu vas pas nous expliquer comment il faut qu'on fasse. Hein. Voilà. Ouais. Et, non, moi, je suis là pour regarder comment on peut faire. Donc, et c'est ce changement de perspective qui débloque, je dirais, des situations qui sont bloquées. Après, tu as de la technicité. Il y avait 10 000 problèmes sur le truc. Les mecs, ils s'en sortaient pas. Moi, j'apporte de la structure, mais ça, je dirais, c'est pas outsider. C'est savoir travailler, structurer, aller regarder là où ça fait mal, les règles de 80-20. Enfin, on sait tous faire ça. Mais comment on l'amène avec la relation humaine, c'est ça qui fait la différence. Et surtout, ils étaient tous, parce qu'il y avait un embriglio contractuel, et donc tout le monde tire la couverture à soi, il y a des intérêts divergents. Le client faisait même à venir des consultants pour aider à démerder le truc. Donc les consultants, ils n'avaient qu'un intérêt, c'est que ça dure 3 plombes, parce qu'ils étaient payés. Donc tous ces intérêts divergents, comment on fait? Moi, je les ai amenés en leur disant, écoutez les gars, là, on est en train de se disputer sur des poils de rien, là. En réalité, si on y arrive, on va tous sortir par le haut parce que personne n'a jamais certifié ce type de truc-là dans le monde, je leur ai dit, dans le monde. Et du coup, j'ai mis tout le monde autour de la table et j'ai dit, ça serait quand même sympa d'y arriver, quoi. Parce que là, tout le monde sort par le haut. Et c'est, voilà, petit à petit, j'ai ramené l'intérêt vers, il faut qu'on arrive à obtenir cette certification du plus haut niveau. Et ça a marché, et ça marchait relativement vite, en vrai. Parce que en moins d'1 an, en fait, on a rattrapé le truc. Donc, ça a été assez rapide. Après, je ne dis pas que je n'ai pas eu des sueurs froides quand le certificat, quand j'ai eu la crise des dents, parce que je n'avais jamais fait de certification de ma vie. Ça, c'est un autre truc aussi que j'aime bien. C'est aller dans un truc où je ne sais pas faire. Enfin, je ne suis pas experte. Parce que c'est ça qui me crée la peur. Tu as toujours le syndrome un peu de l'imposteur, etc. Mais c'est cette peur-là
qui activent ma créativité, ma curiosité, qui me permettent de changer de perspective. Et donc, c'est tous les projets que j'ai faits, souvent, mes changements sont arrivés dans des moments où, de découverte de trucs que j'ai jamais fait, quoi. Alors oui, inconfort, oui, challenge, mais enrichissement, expérience, nouvelle personne, apprentissage. Donc, ça a quand même, quand tu mets le pour et le contre, ça contrebalance le truc. Voilà. OK. Bah, du coup, tu me passes la main entre guillemets pour la next dans la discussion. Mhm. Donc là, on a parlé du passé, du côté corpo jusqu'à arriver VP. Et après, donc, tu commençais à nous expliquer que après, tu t'es dit, bon, bah, je suis allé chez les VP, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attaquer le milieu corpo. Non, le milieu startup. Allez. Donc là, on en est là. Enfin, on en est là pas aujourd'hui, parce que moi, je sais ce que tu fais maintenant et les gens que tu vises pour accompagner. Mais justement, comment tu t'es adapté de passer de corpo à ce milieu startup qui est quand même très différent? Alors en fait, j'ai eu quand même de la chance parce que c'est 2 startups que j'avais connues et aidées quand j'étais dans mon grand groupe. Donc, c'est des gens qui m'ont appelée. Donc, ça aide à te dire que, parce que tu es déjà un peu disrupteur, parce que je connais beaucoup de gens qui étaient dans le corporate pendant longtemps, qui arrivent et en fait, ils ont tous les mécanismes des gros groupes et les process des gros groupes. Et donc, du coup, moi, j'ai déjà un peu moins ça, en fait, quelque part. Donc, ça m'a aidé. Et puis, c'est des gens qui t'appellent parce qu'ils ont confiance en toi, parce qu'ils savent que tu les as aidés quand tu étais dans le gros groupe. Donc, ça permet d'y aller un peu plus serein. Par contre, ça n'enlève pas le défi, c'est-à-dire que le premier poste que j'ai pris, il fallait créer une filiale d'une boîte américaine en Europe. Dans un deal, alors pour le coup, il n'y a pas de solution. Là, il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, j'ai pris le patron et je lui ai dit ton truc, ça ne va pas marcher. Je venais d'arriver, ça faisait 15 jours. Ouais. Et c'est là aussi que j'ai beaucoup appris dans la manière dont tu peux accompagner les gens finalement. Parce que quand je lui ai expliqué que ça n'allait pas marcher et que je lui proposais 3 solutions, je lui ai dit tu casses le deal, tu me donnes un tiers de ce que tu vas payer ce deal et moi je te fais l'affaire ici. Soit tu renégocies le deal à la baisse parce que c'est pas jouable, soit tu fais le deal, mais voilà, je te le dis, regarde-moi, je vais te faire toute la structure, je vais te mettre le truc sur les rails, mais tu ne seras pas rentable. Alors ça, c'était ma première erreur. Pourquoi? Parce que j'avais omis, alors j'ai mis le truc sur les rails, etc. Il n'a pas opté pour les 2 options que je lui ai données. Et donc, ils ont revendu là depuis. Effectivement, ça n'a jamais été rentable. Ouais. C'était mathématique, hein, un peu d'arithmétique te permettait de le dire. Et puis, le contexte avait changé. Alors ça, c'est un truc que j'ai appris quand tu es dans un piège abscon. Et d'ailleurs, je recommande un livre à ceux qui écoutent. Lisez, parce que ça a été mon livre de chevet. D'ailleurs, je vais le relire pour rafraîchir la mémoire. Ça s'appelle Le petit traité de manipulation et l'usage des honnêtes gens. Pourquoi des honnêtes gens? Parce qu'en fait, c'est les pièges manipulatoires dans lesquels tu peux tomber toi-même ou ceux que les autres te tentent consciemment ou inconsciemment. Et en l'occurrence, le gars, il était tombé dans ce que moi j'appelle, et j'aurais dû le réaliser, ce qu'on appelle l'effet de gel ou le piège abscon. Le mec, il a signé son deal, il ne l'a pas clôturé, il l'a présenté à ses stakeholders, et entre-temps, le contexte change. L'affaire très courte, il y a un décret qui était tombé, qui limitait le nombre de mouvements d'hélico, et ça impactait 60% de son chiffre d'affaires. Et après, moi, je ne suis pas magicienne, je ne change pas les décrets de préfet, tu vois. Pas immédiatement, quoi. Donc, je lui traduis le décret, je lui explique le truc et je lui dis, voilà, c'est pas possible, tu vois. Enfin, je veux dire, tu vas pas pouvoir te développer, c'est mathématique. Sauf que le type était dans le piège abscon. Il avait déjà engrangé le truc. Après, c'est des Américains. I pay you to fix it. Tu vois, le mec, décret, pas de décret, Sabrina, fix it. Ouais, enfin, fix it. Je crois que non, mais c'est pas magicienne, par contre, tu vois. Donc, là où j'ai commis une erreur, c'est finalement, j'étais honnête. C'est-à-dire que je lui ai dit les 3 scénarios qu'il devait faire. Donc, je l'ai aidé en lui disant, voilà. Mais là où ça n'a pas marché, c'est que j'ai omis le fait que l'effet de gel,
il n'y a que la personne qui peut se sortir de ce piège dans lequel il est tombé et de voir que le contexte a changé et du coup de prendre une décision qui est radicalement différente Ouais. de celle qu'il avait prise au début. Et dans ce bouquin, ils expliquent ça très bien. Ils ont fait des tests avec des tas de managers et de dirigeants. Et en fait, c'est un truc qu'il faut bien avoir en tête. Et moi, qui m'a servi, et j'ai changé de décision au cours de ma carrière ou au cours de certains projets, parce que ce piège abscon, il n'y a que toi qui peux t'en sortir. Nixon s'est enlisé au Vietnam. On lui a dit à un moment donné, avec ses meilleurs conseillers, pourquoi il fallait qu'il se retire. Le mec, il ne s'est pas retiré. Pourtant, c'était clair. Moi, ce que je lui expliquais, c'était clair. Donc, c'était le piège abscon. Donc, tu vois, ça a été mon premier apprentissage. Ce qui veut dire que quand tu aides ou accompagnes un dirigeant, il y a des signaux cognitifs comme ceux-là qu'il faut repérer. Et comment essayer de les sortir de là avec d'autres exemples, en fait, pas le leur. Tu vois? Ouais, bah, c'est un peu comme le rapport à la psychologie où tu dis que c'est jamais le thérapeute qui va te dire voilà, c'est ça le souci, il faut que tu fasses ça. Il faut réussir à faire en sorte que la personne en face le verbalise, le redise, parce que sinon, en fait, c'est juste on est tous et toutes humains. Donc, je dis non, mais là, il faut que tu fasses ça. Ah, ce serait beau, hein, si là, en face, la personne, elle a la solution. On te dit là, il faut que tu fasses ça. Et le lendemain, tu reçois un coup de fil, bah, c'est bon, je l'ai fait, tout va bien. Voilà. Là, ce Non, serait mais pratique. Ouais. c'est aussi là où l'ego est intéressant, le premier ego dont je te parlais. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est lui qui te permet de prendre les risques. Donc, il en faut de l'ego. Donc, quand on dit dans les grands groupes, keep ego in check, OK. Mais en fait, soyons précis, quel ego en fait? Celui qui regarde ton nombril et qui te dit que tu es le meilleur et que tu vas faire carrière et que, voilà. Oui, keep your ego in check. Celui qui va être condescendant vis-à-vis des autres, qui va être méprisant, oui. Mais il te faut de l'ego. Et en fait, on ne le valorise pas, cette autre part de l'ego. En fait, quand dans une entreprise, on te dit, tu n'as pas le droit de dire je, ben ouais, non, mais il y a je et je, quoi. Il y a j'ai envie et je suis le plus beau. C'est pas la même chose, quoi. Et donc, tu tues cette part de diversité et d'unique qu'ont chaque membre d'une équipe. Et c'est ça qui fait réussir des projets complexes. C'est en utilisant cette diversité-là des membres de ton équipe. Et aujourd'hui, si tu regardes, je ne sais pas si tu connais l'Institut Gallup. Gallup, c'est un gros institut de sondage qui fait du management, du conseil, etc. Et il est connu internationalement pour faire des sondages. Et c'est un des premiers qui mesurait ce qu'on appelait l'engagement dans les sociétés. Et, là où j'étais, on a fait 3 ans d'affilée des sondages Gallup. Et un jour, j'ai regardé, quand j'ai pris un gros département qui était un peu poussiéreux, j'ai organisé mon séminaire et je leur ai présenté les résultats des 10 dernières années du sondage Gallup. Et dans le sondage, alors je ne sais pas si tu sais, mais dans toutes les grosses boîtes, industries, en Europe, même aux États-Unis, ça représentait à peu près les mêmes statistiques, peu importe la boîte, le nombre de gens dans une grosse boîte ou une moyenne boîte qui sont engagés. Selon toi, Aymeric, ça serait quel pourcentage? Alors, engagé, ça veut dire, tu sais, la petite étoile dans les yeux, Ouais. envie de contribuer, tu as la niaque, tu es super content d'être dans cette boîte. Bah, c'est sûrement avec le biais des groupes avec qui j'ai bossé, Ouais. mais je dirais à 5-8% max. Eh ben voilà, tu vois, tu es lucide, effectivement, c'est 6% en moyenne, 6-7%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a que 7% des gens dans la boîte qui sont engagés, et je te rassure, la boîte où j'étais n'avait pas de meilleurs résultats, loin s'en faut. Et donc, ça veut dire qu'en fait, tout le reste est désengagé, tu es d'accord? Oui. Donc, ça crée quand même beaucoup de monde. Ça fait quand même beaucoup de monde. Et dans cette partie des gens désengagés, ils identifient ce qu'ils appellent les gens activement désengagés. Ce que moi j'appelle les cyniques, comme disait ce maître de l'optimisme, ceux qui sont pessimistes de but et de chemin. C'est-à-dire, ce n'est pas des gens qui sont mauvais, en fait, ni toxiques, ni quoi que ce soit, ils le sont devenus par frustration. C'est-à-dire, c'est des gens, en fait, qui finalement n'ont pas réussi dans le système et donc ont basculé dans ouais, de toute façon, ça ne sert à rien d'essayer, on a déjà fait, etc. Donc, il y en a 25% de ces gens-là. Ça fait beaucoup quand même, hein, dans la partie des désengagés. Donc, je me rappelle de cette équipe que j'avais réunie dans ce département qui stagnait, dont le patron m'avait dit on ne comprend rien, il n'y a pas de stratégie. Et puis, ils étaient tous là depuis des années et des années, hein, pour la plupart. Et je leur présente les résultats du sondage et je leur dis
les gars, vous êtes où, vous? Alors, évidemment, comme moi, j'étais la chef et que je venais d'arriver, Bah oui. personne n'ose dire où il est, tu t'en doutes. Je suis un peu provocatrice dans l'âme, c'est mon côté un peu espagnol. Et donc, je leur dis, parce que moi, là, je me suis posé la question où j'étais. Et je leur dis, moi, je suis désengagée. Alors, là, gros blanc. Alors, il y en a un qui me dit, non, mais moi, je ne suis pas désengagée, moi, je suis engagée. Et je dis, dis-moi ce qui te fait dire que tu es engagée. Et donc, il me dit, je suis engagée, je ne compte pas mes heures. Je dis, moi non plus, hein, je ne compte pas mes heures, mais je suis désengagée. Je lui dis, c'est quoi les signaux d'être désengagée? Les gars, je choisis mes batailles. C'est bizarre, choisir ses batailles. Ça veut dire que quand on va faire un truc, on est déjà en train de se dire, ça, laisse tomber, parce que ça ne marchera pas dans l'organisation. Donc, c'est là que tu commences à avoir des petits signaux quand même, hein, de te dire que tu ne vas pas aller, moi qui suis relativement pugnace, de te dire, ça, là, oublie. Ouais. Ça irait bien, mais ce n'est pas la peine. Et je leur dis, c'est plutôt important de se dire où est-ce qu'on se retrouve dans cette boîte, parce que moi, perso, les gars, je n'ai pas envie de devenir, je ne veux pas faire partie des 25. Alors, évidemment, dans le lot, j'en avais 3-4 comme ça, dans les 25%. Évidemment. Mais c'était aussi une manière de leur faire prendre conscience en leur disant, je n'ai pas envie de finir comme ça, parce que je n'ai pas envie d'être super frustrée. Et je leur dis, et d'ailleurs, je n'ai pas envie de frustrer les autres. Pourquoi? Parce que dans ces sondages qu'ils font, ils te donnent aussi, ils te disent combien de temps tu restes engagé quand tu rentres dans une boîte comme ça. Et c'est entre 3 et 6 mois que tu restes engagé. Donc souvent, c'est quand tu changes de poste ou quand tu arrives dans la boîte. Ouais. Et ce que ça dit, c'est que ceux qui sont dans les 25%, petit à petit, ils te brûlent ton engagement parce que toi, tu essayes de faire des trucs et ils vont te dire que ça ne marche pas. Et ça, c'était plus possible pour moi dans une grosse boîte parce que je n'avais pas envie de devenir la frustrée, clairement, parce que malgré le fait que pendant 10 ans, c'est ce qu'on montre en France de résultats du sondage Gallup au niveau des gens, des burn-out, des machins, tout ce que tu veux, et concrètement, que font les organisations pour ça? Et moi, je me suis dit, il y a des trucs à faire quand même. Parce que la perte de talent qu'on a là-dedans, alors qu'on pourrait orchestrer ça différemment. Donc, ça a été une quête. Ça a été une quête pour moi de me dire, c'est quoi les autres modes d'organisation, c'est quoi les autres modes de fonctionnement, comment on peut gérer l'humain différemment. Alors, je n'ai pas réussi à finaliser la quête, mais en allant dans les startups, je me suis dit, je vais pouvoir expérimenter ça. Deuxième claque. C'est pas parce que c'est une startup. Ça, c'est sûr, ouais. Agile, sympa, pas égocentrique comme les autres. Et voilà, mais c'est un apprentissage. Donc, je suis encore dans cette quête de dire comment on peut apporter des organisations beaucoup plus fluides, plus centrées sur l'humain, qui utilisent les talents de tout le monde, parce qu'ils n'y couperont pas. La complexité, ce n'est pas ton cerveau et le mien seul qui vont régler ça. Moi, je suis un catalyseur, en fait. Je vais poser la bonne question. Le mec, il va me dire quelque chose, ça va me faire penser à un truc de l'au-delà. Et puis, ça me crée une idée, je la discute avec eux, ça leur en crée une autre. En fait, c'est dans cet échange-là que tu vas explorer et trouver des solutions que tu ne peux pas trouver aujourd'hui si tu restes ancré dans ces modes de fonctionnement qui, pour moi, fonctionnent quand tu es dans un environnement stable avec peu de concurrents, mais pas du tout quand tu es dans l'incertitude où il faut que tu innoves tout le temps et que la concurrence, elle arrive comme ça, quoi. Voilà. Ouais. Du coup, je rebondis sur 2 points. Le 3-6 mois, c'est marrant. J'en ferai tout un débat un jour, mais c'est le Shiny 6 Months. J'ai verbalisé ça quand j'étais justement à Rakuten. Parce que moi, déjà le premier, parce que j'ai changé 4 fois de poste. Et à chaque fois, j'avais 6 mois de 1000% d'engagement. Et après, tu te manges juste la réalité, la frustration, etc. Et puis à un moment, avec les collègues, on s'est dit, mais on va compter. La personne, elle arrive, c'est un grand groupe, c'est génial, je vais voyager à travers le monde, machin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. Non, mais c'est pas possible, il n'y a pas tout qui marche, machin. On a fait ça pendant. Je suis resté 8 ans. D'abord, c'était une startup qui a après été rachetée. Et sur les 5-6 dernières années, on a fait ça et on a eu, peut-être pas 100%, parce que le 100% n'existe pas, mais dans les 90 ou 95% de la réalité du Shiny 6 Months. Et après, les gens se sont fait réengager pour certains, sont retrouvés de la motivation, quoi, mais il y a toujours eu ce 6 mois-là. Et depuis, je l'observe à chaque fois, même sur les projets. Quand je vais aller accompagner des gens ou m'associer avec des gens, je sais qu'à 6 mois, il y a un down.
Et c'est tout le temps comme ça. Il y a toujours ce côté. Bon, si c'est sur l'été, ça va peut-être être 8 mois parce qu'il y a d'un coup, il y a le soleil, le machin, les vacances, Après le break. et les gens y retrouvent un peu de motivation. Ouais. Mais ce Shiny Six Months, il est complètement dingue et il est pour tout, en fait. Et tu regardes même psychologiquement, dans des relations, ça peut se faire, dans une amitié, dans des idées, dans l'adoption d'une méthode. Et c'est comme ça qu'après, je me suis renseigné. Et en fait, c'est un vrai truc scientifique Oui, c'est sur un le vrai. cerveau humain. Ouais. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais capté ça comme ça. Et en fait, c'est juste le cycle. Et il y en a qui sont à 6, d'autres à 8, d'autres à 3. Mais souvent, tu as ce 6 mois cyclique où à un moment, en fait, tu as en gros l'excitation et compagnie qui part et où tu te dis, bon, bah, c'est quoi la suite? Mais pourquoi en fait? Pourquoi ça arrive? Parce que justement, dans les modes de fonctionnement qu'on a, dans les organisations ou même dans les couples, bah, en fait, il faut quand même que tu disais, ah ouais, t'aimes bien les défis, t'aimes bien les challenges. Bah, il n'y a que ça qui te fait sortir, quoi, à un moment donné. Sinon, tu t'encroutes. Mm. Alors, attention, parce qu'il y a des gens qui adorent la routine. Moi, j'ai Ah bah discuté oui, bien avec sûr. des Ouais. gens qui, ben voilà, tu les changes pas de leur routine. Et c'est très bien. Enfin, moi, j'aime découvrir plein d'endroits. J'ai des copains, ils vont tout le temps en vacances au même truc. Je dis, putain, comment ils font, quoi? C'est pas possible, quoi. Je ne pourrais pas faire ça tout le temps au même endroit. C'est pour ça qu'on s'était dit, on adore la montagne avec mon mari. On ne s'est pas acheté un chalet à la montagne. On s'est pris un van Volkswagen là pour aller partout et dormir dedans, quoi. Donc, parce que c'est ce mode exploratoire qui est intéressant. Mais pourquoi ça? Parce que justement, je pense que il faut qu'il y ait dans un groupe des gens qui vont, au moment de ces 6 mois, te relancer le bazar. Tu vois ce Mm. que je veux dire? Et puis d'autres qui vont être super constants parce qu'il en faut. Donc, en fait, c'est cette magie, c'est cette quête dont je te disais d'organisation et de fonctionnement d'entreprise. Et il y a plein de gens qui ont écrit sur le sujet. J'ai lu beaucoup, beaucoup de choses, j'ai expérimenté des choses. C'est cette quête, en fait, d'équilibre qui est mouvant parce qu'il s'adapte au changement. Et je suis persuadée qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, on n'aura pas le choix d'aller explorer des modes d'organisation différents. Parce que ça évolue super vite, si tu ne te réinventes pas, t'es mort en fait. Ouais. Tout Ah simplement. ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis là, quand on voit en plus les nouvelles logiques sur certaines Gen Z avec je sais plus comment c'est appelé, mais c'est le retour au travail chiant, où c'est toute une nouvelle tendance de se dire en fait non, il faut qu'on trouve un travail qui est chiant, qui nous demande pas beaucoup d'intellect, qui est rébarbatif, et puis on vivra le week-end et on vivra après 19h. Ce qui est pas, en fait, je critique pas forcément ça, hein, chaque personne fait ce qu'il a envie. C'est un bon objectif parce que des travaux chiants, il y en a la pelle dans certaines boîtes. C'est ça. Ils ont un marché. Ah oui, oui. Mais c'est là où tu vois, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, les techniques pour réengager des gens c'est pas qu'ils deviennent désengagés, c'est qu'ils se font engager pour être désengagés. Ouais. Bah, tu as intérêt à revoir un peu tes principes parce que si tu le fais à l'ancienne en mode toi t'es AA, toi t'es bébé, tu parles pas avec tes AA et puis du jour au lendemain tu dis allez viens on va faire un projet ensemble et on va aller encore plus loin. Ouais. La personne en face elle risque plus de te dire écoute t'es mignon, ma fiche de poste elle s'arrête ici. Donc tu vas aller faire mumuse avec tes copains et puis moi tu me laisses faire mon taf tranquille quoi. Bah ouais, oui, alors après, c'est pourquoi ça, enfin, c'est mon interprétation psychologique à 2 balles hein, de société, mais la génération, ma génération, je suis la génération X, je crois. Je suis en 69, donc X, forcément, 69X, bon ça, tu pourras. Je le laisserai, je pense. Tu peux le laisser, c'est un truc d'humour, en fait. Je ne vois pas du coup à quoi tu penses, parce qu'en fait, en 69, on a marché sur la Lune, Émeric, donc ça n'a rien à voir. Exactement. Formidable année. Donc, blague à part, imagine ma génération, en fait, la chance que j'ai. En fait. J'ai commencé, j'envoyais des fax, Émeric. Ouais. Et j'avais un téléphone à cadran. Enfin, avec la roue, là. Je pense que si je donne un téléphone avec la roue à quelqu'un qui est de la Gen Z ou je ne sais pas quoi, je ne suis pas sûre qu'il sache comment ça marche. Ouais, malheureusement, c'est vrai. Mais, donc, il faut un peu les excuser, c'est-à-dire qu'ils sont nés avec une technologie. Moi, en fait, j'ai pu apprécier. Je pense que je fais partie de la génération qui a vécu des
mais des trucs technologiques qui ont été mais énormes. Moi, je discutais avec mon frère quand on appelait mes grands-parents en Espagne avec le téléphone et la petite roue, là. Même on essayait de taper sur le truc en se disant que si on tapait les numéros comme ça, comme en morse, ça n'allait pas nous facturer la conversation, parce qu'on n'avait pas beaucoup de sous pour appeler et que ça coûtait à l'époque une blinde d'appeler à l'étranger. On essayait plein de trucs à la con. Ouais. Bref, et je me rappelle d'avoir une discussion avec mon frère où je lui disais, ça serait trop bien si on pouvait voir papy et mamie comme dans les films de science-fiction, tu sais, à travers un écran, tu vois, il y avait Star Trek à l'époque et tout ça, là, Ouais. machin. Et mon frère de me répondre, ah non, c'est pas possible, on ne connaîtra pas ça. Bon, bah, j'ai connu ça en fait. Et 15 fois plus. Donc, moi, je suis une geek, quoi. Parce que quelle chance j'ai eu d'apprécier les trucs. Enfin, j'ai plein d'anecdotes comme ça. Moi, j'avais la télé en noir et blanc et mon grand-père, un jour, était venu nous rendre visite en France et nous avait dit, je vais nous donner la télé couleur. Alors là, on était à la télé couleur. Et en fait, il avait acheté au marché un film un peu irisé qu'il avait mis sur la télé. Enfin, tu vois le truc, quoi. C'était ça, nous, notre Ouais, c'est ouf. set, le Walkman. Enfin, moi, j'ai connu ça. Donc, moi, quand l'IA, elle est arrivée, ben, comme d'habitude, je me dis, trop bien, un nouveau truc. Tu vois, je n'ai pas cette peur de la techno. Bien sûr, elle peut être mal utilisée. Mes enfants, ils n'ont pas connu ça. Ma fille, elle a 24 ans. Elle fait partie de cette génération-là qui, tout ça, c'est... Donc, l'effet waouh, pour eux, je ne sais pas s'ils savent ce que c'est que l'effet waouh. Je Moi, pense que tu l'as pas forcément. Ouais. Après, tu sais, enfin, c'est encore un autre sujet, mais on a le temps. Mais pour moi, c'est aussi tout le sujet de la parentalité. Tu vois, c'est comme j'en avais parlé au podcast avec Michael, où on est en maternelle. Donc, notre petite, elle était en première section, je crois. Et on nous dit, c'est complètement dingue, elle s'est tournée les pages d'un livre. Ah bon? On t'a dit ça? Ouais. Et si tu veux, nous, du coup, on fait, mais. Non, c'était en crèche. En crèche. Elle s'est Et du tournée coup, les on dit, pages. mais on comprend pas, c'est quoi qui est dingue, en fait, de savoir tourner les pages d'un livre. Et du coup, ils nous disent, ah, bah, parce que les autres enfants, ils swipent le livre. Ah, putain. Bah oui. Ils ont le livre devant, ils font ça, parce qu'en Ça fait, les marche parents pas, leur ouais. ont mis le téléphone dans les mains, alors que nous, bah, on le faisait pas. Et on Mm. lui a donné des livres, elle a sa bibliothèque et compagnie. Et du coup, bah, effectivement, elle faisait partie des seuls qui savaient tourner une page d'un livre. Mm. Et c'est là où, tu vois, pour moi, il Ah, y j'avais a. pas pensé à ça, mais c'est impressionnant. Ouais. Ah, il y a plein d'anecdotes qu'on a eues comme ça. Parce que Ouais. nous, d'un côté, elle goûte à la techno. Tu vois, elle avait un cherche-et-trouve avec elle dans une ambiance animée, BD, machin, etc. Parce que du coup, je lui ai développé et elle se régalait avec. Ouais. Mais à côté de ça, elle a appris à lire les minuscules toute seule parce qu'on lui a donné les possibilités et qu'elle a fait un comparatif entre deux abécédaires. Et un jour, elle nous a dit regardez, j'arrive à lire les minuscules. Et elle a ses livres et on lit les livres ensemble et on fait des jeux qui sont plus intellectuels, entre guillemets, ensemble. Parce qu'on lui dit oui, il y a le goût de la techno et ce serait ultra hypocrite en étant deux geeks technophiles comme on est avec Ah Emma, oui. Bah de oui. lui dire non, 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 t'as pas le droit. Mais à côté de ça, elle a aussi la réalité, la nature, les livres, etc. Et on s'est rendu compte de ça comme ça avec les maîtresses ou les absèmes qui nous disaient attendez, mais c'est complètement dingue, elle fait ça. Et nous, on était là. C'est complètement dingue, elle s'est tournée une page d'un livre. C'est complètement dingue, ça la gêne pas de sauter dans une flaque d'eau. Elle n'a pas peur d'un escargot. Mais enfin, vous vous rendez compte quand même des choses. Et ils nous disaient bah oui, mais parce qu'il y a des enfants, ils voient un ver de terre ou un escargot, et ils nous disent c'est quoi ce truc-là? Bah oui. Ça Parce qu'en repart. fait, ils sortent pas, ils vont pas dans la nature, ils se renseignent pas, ils regardent pas de documentaires animaliers. Et je pense que c'est là où c'est hyper dangereux. C'est que déjà, sur ma génération, moi je suis de 93, il y a eu un petit peu ça, le fait de pas trop s'intéresser à ce qu'il y a à côté. Mais les enfants de ma génération, c'est pas tous évidemment, faut pas faire de généralité, mais c'est affligeant. On voit des parents, J'ai peur, on en leur dit mais tu fais ça? fait. Mm. Ils disent non. Bah, pourquoi est-ce que je lui apprendrais à faire ça? Là, je lui ai ouvert Google à la maison, elle pose une question, ça répond. Bah oui, mais Mm. bon, tu lui expliques pas. Tu fais pas travailler sa recherche, tu la fais pas réfléchir. Alors qu'à côté de ça, alors je sais plus du tout qui c'est qui disait ça, je sais plus si je l'ai entendu sur un podcast, un statut LinkedIn ou quoi, mais qui disait c'est fun parce que vu que j'aide mes enfants à développer comme ça leur intellect, là,
ils jouent à savoir ce qui est une IA et ce qui n'est pas une IA. Tu vois, ils avaient le téléphone. Ouais, c'est pas évident, d'ailleurs. Et derrière, ils les entendaient comme ça dans la voiture. Tu vas dire, attends, non, regarde cette vidéo, ça, je pense que c'est de l'IA. Ah non, ça, c'en est pas. Si, ça, regarde. Et du coup, il s'est dit, bah, c'est cool, parce qu'en fait, oui, c'est un monde de facilité sur beaucoup d'aspects, mais si tu continues à leur donner cette graine de la curiosité et de la connaissance, bah, en fait, c'est juste qu'ils vont aller encore plus loin. Bah, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que tu diras ce que tu diras, le techno ou pas techno, le corps humain, il évolue pas à la même vitesse que l'intelligence qu'on a de développer des trucs. Mm. Donc, à un moment donné, ça me fait penser à, tu sais que j'ai beaucoup travaillé sur les Chinois et je suis assez fascinée par leur culture parce que moi, j'aime bien les cultures des autres trucs. En fait, il y a un proverbe chinois qui dit c'est pas en tirant sur le poireau qu'il va pousser plus vite, tu vois. Parce qu'en fait, c'est un peuple d'agriculteurs, hein, un des plus gros peuples d'agriculteurs les plus anciens sédentaires. Et ben, quand tu es un enfant et que tu grandis, il y a un moment donné, tu as des phases d'apprentissage par lesquelles tu dois passer. Je veux dire, tu es un bébé, ça se fait en 9 mois, hein, donc y a pas, je veux dire, y a rien, on n'a pas encore inventé, nous, humains, on n'est pas suffisamment, et pourtant, on essaye d'être apprenti sorcier, de faire sortir un bébé plus vite. Ouais. Il y a des trucs, c'est indispensable. Donc, je suis d'accord avec toi. Il va falloir développer ces étapes d'apprentissage. Parce que sinon, je ne sais pas ce que ça va donner, parce que je n'ai pas la boule de cristal, mais je pense que ça va être compliqué, quoi. Ah bah clairement. Hier, là, il y a une étude d'une neuroscientifique qui est sortie en disant c'est la première fois depuis des générations et des générations que la génération d'enfants va avoir un QI moins élevé que la génération des parents. Alors, ils auront sûrement d'autres trucs parce que moi, tu vois, je suis quand même optimiste et je me dis. Alors après, le QI, la manière dont c'est mesuré, c'est des techniques de trucs anciens. C'est comme, bon, pourtant, tu le sais, je suis une amoureuse des mathématiques, mais en France, tout passait par les maths, quoi. T'es Ouais. pas bon en maths, t'es con. Tu vois, enfin, je veux dire, voilà, t'es pas bon en maths, t'es con. Ce qui n'est pas vrai, quoi, en soi. Donc, il y a plein de formes d'intelligence. Donc, tous ces tests, etc., je m'en méfie et j'essaye d'être optimiste en me disant ils vont être moins bons pour certaines problématiques, mais ce n'est pas possible. Je ne veux pas croire qu'ils n'ont pas développé d'autres trucs, d'autres formes d'intelligence plus adaptées au contexte, j'en sais rien. Mais c'est vrai que ça pose question parce que quand tu vois, moi j'ai mes enfants hein, qui ont passé leur bac, etc. Quand je vois le nombre de mentions et quand je vois comment on leur a enseigné les maths, par exemple, ou certains trucs, j'ai halluciné, quoi. Nous, c'était 15 fois plus dur, quoi. Oui, bah ça. Tu vois, j'ai vraiment vu que le niveau a vachement baissé. Ouais. Alors, c'est compliqué parce que la quantité de choses à apprendre a énormément augmenté. Mais je suis personne pour dire comment il faut faire les programmes scolaires, hein, mais je sens qu'il y a quand même un souci où on brûle des étapes, clairement. Ouais, mais je pense aussi, ouais. Et puis tu vois, pour moi, c'est pas du pessimisme entre guillemets sur la nouvelle génération parce qu'il y a des folies qui se font, tu vois, sur des gens de cette nouvelle génération. Juste ce que je trouve dommage, c'est que avant, t'avais, je pense, que les parents étaient moins dépassés, tu vois, facilement par tout ça. Et vu qu'aujourd'hui, il y a ce dépassement, bah, on se retrouve avec des conneries style Macron qui veut interdire les jeux vidéo, tu vois. En fait, En mode ouais, c'est de la violence et du machin. Bah, renseigne-toi déjà mon avant. fils, il est accro aux jeux vidéo, hein, il a 21 ans. D'ailleurs, j'ai découvert une nouvelle forme bizarre de relation sociale avec mon fils. Un jour, on l'appelle, il est à Paris, lui, hein, il fait ses études, il est en première année d'école d'ingé. Donc, on l'appelle et on lui dit alors, ça va, tu fais quoi ce week-end et tout. Il fait bah, ce soir, je vais au ciné avec mes potes. Nous, super contents, c'est peut-être la nuit sociale, trop bien. Et en fait, on lui dit vous allez à quel ciné? Parce que comme je sais qu'il est dans une banlieue paumée, il me dit ah non, mais on est chacun chez soi. Ah, je fais comment ça, vous êtes chacun chez vous? Ah, bah, il dit bah ouais, on regarde le même film en même temps et on commente. Bah oui. Et là, on s'est regardé avec mon mari, on s'est dit ok, on est has-been, quoi. Et en fait, eux, voilà, ils ont redéfini certaines relations sociales qui n'ont rien à voir, quoi. Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est comme toutes les relations sociales ou comme toutes les choses, il y a des trucs bien et puis il y a le revers de la médaille. Voilà, il y a toujours un revers de la médaille à tout.
Donc, tu peux pas, enfin, je ne peux pas juger de ce que ça peut donner. Tu auras des excès dans un cas et dans Oui, c'est ça. l'autre, tu auras des gens à qui ça convient bien, ou qui se développent une forme d'intelligence qui est différente. J'en sais rien, Émeric. Par contre, oui, les dérives, il faut les voir. Sauf que, en fait, au niveau politique, et c'est comme au niveau des entreprises, on a tendance, parce que c'est complexe, à prendre des solutions simplistes parce que c'est plus facile. Ah Donc, bah oui. on interdit, on fait de la répression. Un jour, j'ai écouté le discours d'un avocat qui était avocat des condamnés à mort dans le couloir de la mort aux États-Unis. Je crois que c'était un TED d'ailleurs ou une conférence. Donc, t'imagines, le type, il est avocat dans les couloirs de la mort, quoi. Avec des mecs qui sont là, qui sont condamnés à mort aux US parce qu'ils ont tué des gens. Enfin, c'est pas, tu vois. Et donc, il commence et il dit ma conférence, elle n'est pas pour dire si je suis pour ou contre la peine de mort. Elle est pour vous partager mon expérience. Ça fait 20 ans que j'accompagne et que je défends des condamnés à mort. Et il dit, quand on en présente un, parce qu'on attribue un avocat, il dit, dans 99% des cas, pas 80, 60, 99% des cas, je connais exactement le parcours de la personne qui est en face de moi. Et donc, il donne l'exemple d'un gars qui, il y a 19 ans, qui a été condamné à mort, qui, à 5 ans, en fait, s'est fait courir par sa mère, qui était schizophrène et qui voulait lui enfoncer un couteau. Son père était drogué, alcoolique, machin truc. Il s'est retrouvé placé, il a fui, il s'est retrouvé dans la rue et il a été accueilli par des gangs. Et dans les gangs, il est allé tuer un autre gamin de l'autre gang et il s'est retrouvé, il s'est fait choper. Et voilà. Bon, il raconte cette histoire. Et donc, en gros, il dit, le mec explique que dans 99% des cas, c'est ce schéma-là, en gros, personne qui arrive à cet endroit-là. Et il dit, ça coûte une blinde à la société, alors qu'on pourrait investir presque la moitié de l'argent à régler le problème en amont. Tu vois ? Et donc, dans tout ce qui est politique aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que ça veut dire qu'il faut réfléchir à des structures dans des familles où il y a des problématiques avec les parents, comment on les accompagne, comment on s'occupe de ces enfants-là, comment on gère le traumatisme, etc. C'est beaucoup plus complexe à mettre en place que de te dire, tu vas dans la prison là, et puis on a un avocat, puis après, on va te tuer. Enfin, mais quel gâchis de vie! Et c'est la même chose aujourd'hui, en fait. On a tendance, et dans les organisations des entreprises, et moi, c'est ce que je constate, et c'est pour ça que j'aime la complexité, parce qu'elle demande à réfléchir, parce qu'elle demande à explorer des solutions qui n'existent pas, et parce qu'elle ne veut surtout pas s'embêter à aller vers la solution simpliste, quoi. Comme des entreprises qui vont dire, mes ventes stagnent, c'est parce que je n'ai pas assez de commerciaux. Ah bon, t'es sûr? Non, mais tu vois, la première chose qu'ils vont faire, c'est de se dire, je ne vends pas assez. Je veux dire, j'en ai une que j'ai accompagnée, je lui ai expliqué, il me dit, il faut que j'embauche les commerciaux, c'est pour ça que je ne vends pas assez. Je lui ai dit, non. Je pense que ce soit ça, alors regardez de plus près, mais non. Vous ne vendez pas assez parce que ça et ça. Et quand vous aurez fixé ça, si vous rajoutez un commercial, peut-être que ça va booster encore plus. Mais ça va déjà booster avant. Et en fait, c'est ces solutions simplistes. Et les politiques n'y coupent pas. Et ce qui me gêne, en fait, c'est que c'est plus facile de vendre une solution simpliste à la masse, quoi. Mais tu prends les gens pour des cons, quoi, en fait. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. Alors que si tu dois expliquer la difficulté du truc, t'éduques, tu partages, tu réfléchis. Et aujourd'hui, c'est pas trop la tendance. Enfin, c'est pas que c'est pas la tendance, c'est qu'en fait, on est en train de vivre des extrêmes, en fait. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont aller rechercher des solutions complexes et qui s'y intéressent. Et puis, d'autres qui restent dans le simpliste parce que c'est plus confortable, quoi. De toute façon, éduquer un marché, c'est le plus compliqué. Exact. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont dire, on sait que ça marche pas. On estime que ça va peut-être marchouiller pendant 2 ans. Donc, allez, on se fait un exit au bout de 2 ans. On va essayer de revendre ça pour que la personne qui récupère, en fait, elle sera dans la mouise derrière, mais c'est pas grave, quoi. Donc, c'est vrai que tu as toute cette logique-là qui est dommage. Après, évidemment que c'est compliqué. Mais bon, tu vois, c'est un peu comme toutes ces personnes qui font tu vas te faire 10 000 € par mois sur LinkedIn. Pour moi, c'est l'équivalent du Tupperware 2.0, quoi. Oui, c'est en Vraiment,
On Non, mais simplifie. tu fais ça, tu fais tes. Non, mais t'inquiète, tu fais tes agents IA, tu fais tes machins, tu fais tes trucs. Attends, il y a Claude Cowork qui est sorti. Alors, du coup, ta prospection va être 100% automatisée avec Claude Cowork. Ah, t'as ByteDance qui est sorti. Bon, alors, du coup, tu fais tous tes avatars avec ByteDance. En fait, ces gens-là, t'as envie de leur dire, bah, prouve-moi au pire. Parce que peut-être, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Mais vas-y, prouve-moi, montre-moi vraiment les chiffres depuis quand tu le fais. Attends, ça fait une semaine que tu le fais parce que ça vient de sortir. Bah, tu prouves rien à personne. C'est pas parce que pendant une semaine, tu as eu 2 leads et demi que ça y est, tu as révolutionné le monde, quoi. Mais je pense que les gens, en fait, ils sont dans ce truc, dans cet univers de rapidité parce que Mm. tout s'est accéléré, tu vois. Et comme ça s'est accéléré, ben, tu auras ce genre de truc. Et puis, du coup, les gens, en fait, avant, tu avais un peu plus de stabilité, c'est-à-dire que les gens, ils commençaient un truc, ils attendaient de voir les bénéfices. C'est un peu comme le poireau, hein. Tu regardes pousser, Ouais. hein, ça va pas pousser plus vite. Mais on a perdu cet aspect poireau. Donc, quand tu vois des gens, en fait, qui perdent la patience, et il y a des trucs, tu peux aller vite, et il y a des trucs, tu peux pas aller vite. Mais par contre, ça va rapporter beaucoup, beaucoup plus longtemps et beaucoup plus. Mais voilà, c'est le monde de l'impatience, en fait. Donc, Ouais. il faut que tu fasses tout de suite du chiffre d'affaires. Moi, je me rappelle à une époque, on disait, quand tu montes une boîte, les 2 premières années, ben, tu ne gagnes pas d'argent, voire t'en perds. Mm. C'était dans le langage courant. Et puis, quand on virait des gens dans une boîte, ben, on virait des gens. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, on ne faisait plus de bénéfices puis qu'on n'arrivait pas à payer les salaires. Donc, en fait, on faisait des licenciements. Aujourd'hui, tu fais des licenciements pas parce que tu ne payes plus les salaires. Aujourd'hui, tu fais des licenciements parce que tu as promis à l'actionnaire qu'il allait avoir tel dividende. Ouais. Il y a eu un peu moins. Donc, l'année prochaine, comme tu n'as pas rempli ton objectif, il faut que tu fasses le truc. Donc, en fait, on tombe dans un truc qui est, moi je me rappelle, on mettait des opportunités, des risques, parce que si tu dis que tu as fait l'objectif, ou plus que l'objectif, bah, en fait, on va avoir la sensation que tu ne contrôles pas, que tu ne maîtrises pas, parce que tu as fait plus, donc tu n'as pas annoncé ce que tu allais faire. Mm. Tu as raté une opportunité, en fait, alors que tu l'as faite. Si tu fais moins, bah, évidemment, on va te dire que tu fais moins. Donc, à la fin, les gens, ils triquent le truc, c'est-à-dire qu'ils mettent des risques et des opportunités avec des statistiques pour tomber pile. Si tu fais trop des bits et que tu as promis que tu en faisais moins, ils aiment mieux, mais ils n'aiment pas quand même, tu vois. Ouais. Ce n'est pas un bon gestionnaire. Il faut que tout soit prédictable, enfin, que tout soit normé. Ce n'est pas la vie, ça, c'est pas possible. Et pas aujourd'hui. Donc, tous ces biais, tous ces modes de fonctionnement, ben, ça fait que ben, les Chinois, ils nous ont baisés au niveau industriel maintenant. On peut le dire vulgairement parce que là, c'est bien comme il Ouais. faut. Il n'y a plus d'industrie en France. Ah non, mais Avant, clairement. ils nous ont copiés sur l'aéronautique et tout ça, et maintenant, regarde les voitures électriques. Ouais, j'ai vu les derniers tests qu'ils avaient fait avec leur voiture électrique versus Ah ouais. la Tesla, là, sur la sécurité, le machin. Les- c'est impressionnant, hein. Ah non, mais c'est du délire. Et en fait, quand tu regardes aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à élever la voix pour dire, mais qu'est-ce qu'on fait en France, qu'est-ce qu'on fait en Europe? Et ça m'a rappelé un truc qu'elle m'avait dit un vieux de la vieille, toujours écouter les vieux, Amérique. Pourquoi? Parce que même si ça se modernise, tu disais, il y a des cycles. Et en fait, il y a des cycles. Et le gars me disait, on est une vieille civilisation en Europe. Ah, c'est sûr. Comme on est une vieille civilisation, si on ne se réinvente pas, on va mourir. Mm. Et moi, je dis, ah, t'as le mec apocalypse, truc. Moi, j'étais jeune, tu vois, pleine d'espoir et tout ça. Et ben aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je me dis, pétard, il avait raison, le garçon, quoi. On est une vieille civilisation. Qui est en danger d'ailleurs, parce que tu vois, les démocraties sont vachement en danger. Ouais. Euh, voilà, et on n'a pas testé d'autres modèles, en fait. On ne connaît pas d'autres modèles d'organisation de la vie politique à date. Enfin, si, on connaît les dictatures, mais enfin, c'est quand même moins sexy, hein, je ne vais pas te le cacher, parce que c'est ce qui se passe en Chine, tu vois. Ouais. Mais même les Chinois, ils se sont réinventés malgré leur dictature. Parce que quand tu regardes les Chinois, au début, c'était Mao, le communisme, le machin, etc., tu te dis, il n'y a pas de capitalisme en Chine. Ben, en fait, ils sont plus capitalistes que les capitalistes de l'autre côté, quoi. Parce que tu as vu tout ce qu'ils font Ouais, c'est impressionnant, pour hein. un truc communiste, soi-disant, entre braquettes. Donc, en Oui. fait, ils sont presque plus capitalistes que les capitalistes, les mecs. Mm. C'est même, ils ont rattrapé un retard de folie. Et ça fait penser aussi au Japon de l'après-guerre, qui était un peu dans ce qui était Moyen-Âge, avec toutes ces inventions, avec tu vois, la modernisation de l'industrie, Toyota, toutes les méthodes. Encore aujourd'hui, les méthodes Toyota, elles sont appliquées dans les boîtes partout, quoi. Donc, mais nous, en France,
les fleurons qu'on avait, bon, on a l'aéronautique, mécanique consortium, etc., mais ça tient parce que c'est des duopoles presque. Ouais. Donc, c'est pas. Et puis, il faut beaucoup de moyens et tout ça, et c'est subventionné en partie par les États quand ils achètent des avions militaires ou des trucs comme ça. Mais s'il y avait plus de concurrence, on serait mort. Donc ouais, ça interroge en fait. Mais il y a des. Voilà, je pense qu'il faut prendre. Moi, j'aime bien surfer de temps en temps. Hein, je vais surfer au Pays Basque, j'aime bien. En fait, il faut savoir prendre la vague au bon moment et tenter de la prendre, quoi. Hein. Donc, il y a des nouvelles manières de faire et c'est ce qu'on va Ce que tu essayer. vas porter. Ouais, exactement. Eh ben, écoute, ça marche. Je vais arriver sur la fin. Donc j'aime bien challenger entre guillemets, comme je fais à chaque fois, c'est le mot de la fin. Donc toi, qu'est-ce que tu dirais le mot de la fin pour résumer un petit peu tout ça? Et bien, toujours de l'optimisme. Voilà, et the future is ours, comme on dit. Ça, c'était la devise de l'école de mes enfants quand on habitait en Australie, et je trouvais que c'était un beau mantra, le futur est à nous. Ouais, Donc, bah, carrément. voilà, donc optimisme et le futur est à nous, Emmerich. Très bien. Bah, merci en tout cas pour cet entretien. C'est moi qui te remercie, Emmerich. À bientôt.